Voilà, donc de retour après la pause, et puis vous avez bien vu ce clip de SK Escrow, on leur fasse une petite dédicace aussi. Et donc on en était justement en fait au moment où les enfants ont été enlevés par les gendarmes, enfin Voilà. précisément pour les mettre à l'abri, c'est ce qu'ils vous ont expliqué en disant bon voilà on les mettre à l'abri. L'auberge donc refuse que vous passiez une deuxième nuit supplémentaire. Voilà, on vous indique donc bizarrement une autre auberge. Invisible. Cette autre robe un peu très très bizarre que voilà vous avez esquivé au dernier moment. Et puis donc qu'est-ce qui se passe après? Donc à partir de là, donc vous savez pas vraiment ce qui se passe. On a juste enlevé les enfants, quoi. On sait pas. Vous êtes un peu dans l'incertitude encore là. Pas trop parce que Sophie reçoit donc un coup de téléphone de son ami qui lui dit les enfants sont à Paris, ce qui était tout à fait plausible puisque le docteur Couve qu'on avait eu à Saint-Tropez était quelqu'un que connaissait cet ami, qu'il l'avait rencontré et a priori il n'était pas suspect de vouloir faire quelque chose de mal aux enfants. Donc comme on s'attendait vraiment à voir les enfants à Paris. Donc on décide de monter à Paris, voilà, avec Sophie. Je rappelle, le docteur Couve, c'est député maire de Saint-Tropez à l'époque. D'accord. Voilà, il n'est pas que médecin, il est cardiologue, mais on peut dire, il est. Oui. Alors je l'avais. Alors le vendredi, donc le jeudi, les enfants sont enlevés à 21h, à la fin du repas. Et puis donc il me téléphone pour me dire qu'il restait à l'auberge. Bon ben d'accord. Le vendredi, là vous allez à Aix, et puis il arrive toutes ces choses-là. Et puis le soir, moi je veux avoir des nouvelles des enfants tout de même, savoir ce qui s'est passé. Je vais à la gendarmerie de Saint-Tropez. Je demande à voir les 2 gendarmes qu'on avait vus la veille. Et on me dit ils ne sont pas là. Et je dis je voudrais avoir des nouvelles des enfants. Donc il me dit attendez, le truc très gentil, il téléphone au procureur. Il me dit, je suis désolée, mais ordre du procureur de ne rien vous dire. Normalement, en plus, c'est légal, ça. On doit quand même vous informer. Oui, quand même. Ne serait-ce que votre fille, au moins, on doit lui dire, non quand même. Bien sûr. Pas, où sont les enfants? Donc, ordre de rien vous dire. Bon, là-dessus, je téléphone justement au député maire de Saint-Tropez, docteur Couve, et je lui explique un peu la situation, qu'on a pris les enfants, qu'on ne sait pas où ils sont, etc. Donc, il était en plein conseil municipal. Et il envoie quelqu'un pour s'occuper de savoir où étaient les enfants. Et vers 23h ou 24h, il me rappelle en me disant les enfants sont dans un foyer à côté de Draguignan. Bon, ok. Donc là-dessus, j'apprends aussi que Sophie avait perdu son chien, en même temps que les enfants. Donc je reste sur place, je suis là, j'appelle la SPA, etc. Et finalement, 2-3 jours plus tard, on me prévient que le chien est retrouvé. Je vais le chercher et je décide donc de le monter en avion, de le ramener à Sophie et Jack. J'apprends avant de retrouver le chien que Sophie et Jack sont à Paris, que l'ami en question qui leur avait dit de venir et que les enfants étaient là, etc., qu'elle connaissait bien Rachida Dati, etc. Eh bien, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'amis, il n'y a personne. D'accord. Alors là, elle est un peu choquée. Son amie, finalement, en forçant, elle arrive à la voir. Mais qui dit, mais c'est complètement folle, qu'est-ce qu'il y a? On n'aurait pas les enfants. Enfin bon, ça c'est toi qui sais ça. Oui, donc en fin de compte, c'est le blackout total. Sophie, les enfants ne sont pas là-haut, et puis donc il va falloir redescendre pour récupérer les enfants à Saint-Tropez. Voilà. Alors les là, enfants ne sont pas à Paris, quoi, en fait. Ils ne sont pas à Paris. Voilà. Non, voilà. Donc là, cet ami lui dit, écoute, si tu veux, prends un avocat plutôt, et elle lui propose son neveu, qui est avocat. Donc ils ont un rendez-vous, ils se voient là le samedi dans un restaurant, un bistrot. Dans le bal, de l'autre côté des Champs-Élysées. Voilà. Et puis ils donnent rendez-vous pour le mardi 15, je crois, octobre. Moi, comme je ramène le chien, je reviens descendre le lundi. Le mardi, je vais à ce rendez-vous. Donc on ne redescend pas tout de suite. Voilà. Entre juristes, pouvoir discuter rapidement de la situation. Quand j'arrive à son cabinet, je suis un petit peu étonnée parce qu'il n'y a pas de plaque. Tous les avocats ont une plaque sur l'immeuble. Là, il n'y en a pas, il y en a une d'un autre. Donc je téléphone au numéro qu'il m'avait demandé pour savoir si c'était bien là. Il me dit oui, c'est bien là. Bon, pas de plaque, ok, je monte. Au secrétaire, je demande si maître un tel est bien là. Oui. Donc on l'appelle maître, il est bien avocat, etc. Je le rencontre.
très sympa. On parle de l'affaire, bien sûr, je vois qu'il s'y connaît parfaitement bien. On fait des projets et tout. Voilà, il me donne son fax, son mail et tout. Enfin bon, voilà, et on correspond pendant quelques temps. Il me demande 1 500 €. Je suis ravie, parce que c'est difficile d'exiger un travail de quelqu'un qu'on ne paye pas. Donc je suis ravie, puis surtout c'est qu'un avocat est tenu au secret professionnel. Donc là je sais qu'il ne parlera pas à sa tante, qu'il ne parlera à personne. À partir du moment où je le paye, de toute façon là, il est vraiment dans son rôle d'avocat. Donc voilà, je suis très contente. Je lui donne 3 chèques de 500 € en lui demandant de ne pas les encaisser tout de suite. Mais bon, voilà, donc tout se fait. Et le lendemain, la semaine avance, la petite doit être entendue, doit être vue par le médecin, Madame Bensoussan, le jeudi 18 octobre. Donc après cette visite chez l'avocat, on prend la route pour retourner dans le Midi. Là, il se passe quelque chose quand même, c'est que ma fille ne mange plus, ne dort plus, ne boit plus. Un choc. Avec les annonces, on n'a plus de nouvelles des enfants, on ne sait pas où ils sont. On ne sait pas où sont les enfants. Pas moyen de savoir. On a téléphoné, elle a téléphoné un peu partout, hors du procureur de ne pas vous répondre. L'avocat donc qui doit rentrer en ligne, qui doit aussi faire des choses, il n'arrive jamais à voir le procureur. Ensuite, quand il peut l'avoir, c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui ne connaît pas l'affaire. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de choses bizarres. Lui aussi trouve ça très bizarre. Bon, donc on avance, on redescend sur Saint-Tropez. Avant d'arriver, on téléphone aux gendarmes qu'on avait eu avant et on leur demande si la petite allait être amenée voir le médecin comme c'était prévu. Il a dit, je ne sais pas. Appelez le procureur si vous voulez. Donc, ok, on attend. Enfin bon, on continue notre route. Et puis là, 10 minutes plus tard, il appelle. Il s'appelle toi ? Oui, sur la route, le gendarme appelle en disant le procureur demande à voir Sophie tout de suite dans son bureau. Il veut voir Sophie toute seule dans son bureau. Toute seule. Il est 17h. Il est 17h. Alors, on a 1 heure pour y aller. Autrement dit, ça fait 18h. 18h, normalement, il n'y a plus personne dans le palais. C'est ouvert encore parce qu'il suffit de sonner, c'est toujours ouvert. Mais donc, voilà. On ne comprend pas cette urgence. On ne comprend pas cette urgence. Donc, on continue la route pour rentrer à la maison. Et je préviens Brigitte qu'effectivement, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. Elle est à cette heure-là. Et je lui donne officiellement un rendez-vous sur un parking à Cogolin. Et puis, on avait 2 voitures. Brigitte, on avait laissé Brigitte. J'avais laissé ma voiture à l'aéroport. Elle avait laissé la voiture à l'aéroport. Donc, quand je téléphone à Brigitte, il y a le téléphone qui fait crac, 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 un bruit impossible. Vraiment un branchement d'écoute, quoi. C'était pas une écoute constatée par lui, c'était des craquements, des trucs tellement bizarres qu'effectivement, ça confortait mon idée qu'il se passait quelque chose de pas normal. Et j'arrête Brigitte sur la route et on part ailleurs pour ne pas se faire coincer à l'endroit où j'avais donné rendez-vous à Brigitte officiellement, voilà, qui était à Cogolin. Alors à partir de là, on est parti donc en dehors de notre coin, voilà. Et puis ma fille va mal, elle ne dort plus, ça va faire 10 jours. Et là on est obligé le samedi de la faire hospitaliser, le 20 octobre, la faire hospitaliser pour qu'elle puisse dormir. Bon, mais néanmoins nous on la laisse à l'hôpital et on rentre à la maison pour prendre des courriers, etc. Pas de courrier pour elle. Seulement au bout de 15 jours, il y a un courrier des services sociaux de l'ASE de Toulon qui prévient qu'il faut leur téléphoner pour mettre en place une mesure éducative, etc. Donc je préviens ma fille qui les appelle. Alors moi déjà je commence par les appeler, c'est un vendredi. Au téléphone on vous dit nous allons vous répondre et ça sonne éternellement dans le vide. Alors j'appelais d'une cabine téléphonique, j'en ai eu pour 3 quarts d'heure, 25 € de communication. C'est dans le vide, personne n'a répondu. Voilà, le vendredi après-midi, on vous dit qu'il y a quelqu'un, il n'y a personne. Donc après, on était retourné voir ma fille à l'hôpital. Elle, le lundi, elle a tout de suite appelé dans tous les services. La personne en question, c'était pas le bon service, alors qu'on avait le numéro. C'était indiqué dans le papier. On avait le bon numéro, c'est pas le bon numéro, c'est pas le bon service, etc.
Arrivé au mardi matin, elle appelle, pareil, la personne en question n'est pas là. Elle l'a le mardi après-midi, et c'est le 30 octobre. Et là, on lui dit « Ah, mais il y avait une audience ce matin chez le juge des enfants, et la garde exclusive des enfants a été remise au père. » Voilà. Sans qu'elle soit prévenue, rien. C'est-à-dire une audience comme ça, éclair, qui est arrivée... Alors on va apprendre par la suite, parce qu'elle a pas reçu de convocation, elle a même pas reçu les jugements, on apprendra par la suite qu'il y a eu une audience le 22 octobre, en attendant pour que le père s'arrange à pouvoir recevoir les enfants, et une audience le 30 octobre, où là on redonne les enfants pour 1 an, garde totale au père. Exclusive, ce qui veut dire qu'elle n'a pas, elle n'a pas aucun droit. Aucun droit. Et alors, donc, elle a été convoquée, en fin de compte, elle a été convoquée à une fausse adresse et avec un nom erroné. Faux nom, fausse adresse. Elle ne pouvait pas recevoir la convocation. Donc c'est qu'elle en plus n'importe. Mieux que ça. Quand on s'est aperçu que, quand on est rentré dans le midi, quand on s'est aperçu qu'il y avait des choses bizarres, ma fille a fait une lettre, avant d'être hospitalisée, elle a fait une lettre au procureur pour lui expliquer justement la personne qui était rentrée dans leur chambre, pour expliquer toutes ces anomalies, qu'on lui prenne les enfants comme ça, sans ordonnance, sans rien, elle n'a pas pu lire, elle n'a pas pu se défendre, elle n'a rien pu mettre en cause. Donc tout ça, une lettre de 13 pages, où elle explique au procureur, elle relève tous les dysfonctionnements qu'il y avait. Donc Sophie était à l'hôpital, c'est nous qui sommes allés porter cette lettre au procureur, monsieur Christian Girard. Oui. Un nom à retenir, ça, Christian Girard. Oui, il est à Meaux désormais. Hein. Donc on va lui porter la lettre. Donc j'ai eu sa secrétaire qui était juste à côté, je l'ai aperçue, mais on remet la lettre à la secrétaire. J'avais fait évidemment plusieurs copies. Donc j'ai pris 2 copies avec le tampon, donc ça a bien été déposé. Cette copie-là, avec le tampon, je suis allée la déposer au juge des enfants, donc toujours au greffe, et puis en leur demandant également un tampon pour qu'il l'ait bien reçu. Et là, elle me dit, mais il y avait une audience le 22 octobre. Donc je suis allée la déposer le 24, 2 jours après. Elle dit, il y avait une audience le 22 octobre, vous n'êtes pas venu. Donc elle ne sait pas que j'étais pas Sophie. Je dis, comment ça se fait? Je dis, on n'a pas reçu de convocation. Ah bon? Alors elle vérifie. Elle nous donne l'adresse à laquelle elle avait envoyé la convocation. Je dis, non, c'est pas ça. Et là, je lui donne la bonne adresse. Donc elle le note. Ouais. Eh bien, la convocation suivante a été encore envoyée à l'ancienne, à la fausse adresse. Mauvais nom, mauvaise adresse. Mauvais nom, mauvaise adresse. Malgré la rectification. Malgré la rectification. Voilà. Ouais. Alors, à un moment donné, 10 jours après ça, on a reçu cette adresse, voilà, l'adresse en question, la fausse adresse, il se trouve que ce sont des amis du père qui ont eu à cette adresse-là. Parce que normalement, si vous voulez, c'est un lotissement, il y a toutes les boîtes aux lettres, si on se trompe de numéro, on connaît un peu le nom, on remet dans la boîte aux lettres. Donc les gens qui ont reçu au mauvais numéro, ils auraient pu remettre dans la bonne boîte aux lettres. Mais ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi? Ce sont des amis du père. Comme par hasard. Pourquoi on sait pas, mais comme par hasard, ce sont des amis du père. Bon. Donc voilà cet épisode. Donc après, quand ma fille a su tout ça, a su que ses enfants étaient remis au père, on continue. Moi, je suis l'avocat en question me demande de venir à Paris. Et là, j'ai en main il a toute la procédure, en fin de compte, donc j'arrive à tout lire. Et puis, il me présente un autre avocat, Anne Proutot, qui est la fille du commandant Proutot, qui était à l'Élysée. Le fameux commandant Proutot, chef de la garde de l'Élysée. Donc il m'explique que finalement, il allait travailler avec cet avocat-là. D'accord. Et moi ça m'est égal, qu'il y ait 2 personnes dans l'affaire, ça ne me dérange pas. Elle connaît soi-disant donc tous les procureurs et tout, elle est très bien placée. Donc elle connaîtrait notre affaire, etc. Bon, voilà. Et là, on apprend qu'elle a pris l'affaire. Alors, on apprend, voilà. Par la suite, on aura vu qu'elle a envoyé 5 lettres au juge des enfants de Draguignan avant le 30 octobre. Alors qu'elle n'était pas mandatée. On l'a jamais vue. Alors vous n'aviez jamais vu, Non. même pas qui c'était. Non. Ouais. Non.
Mais qui lui a donné mandat pour faire ça? C'est l'avocat? Personne. Personne. Enfin, certainement l'avocat qu'on avait vu. Question, oui. Hein, donc, elle a écrit 5 lettres, c'est le juge lui-même dans son jugement qui dit qu'il a reçu 5 lettres d'un avocat, de cet avocat-là, et elle dit entre autres que, donc, pour expliquer que Sophie ne serait pas le 30 octobre, qu'elle était en dépression. Alors je peux vous dire tout de suite, Sophie n'a jamais fait de dépression de sa vie, elle n'a jamais été hospitalisée de sa vie, sauf cette fois-là, et que là c'est venu 10 jours après l'enlèvement de ses enfants, et qu'elle n'a jamais été en dépression. Elle était au contraire un peu trop nerveuse après ça, mais elle n'était pas en dépression du tout. Donc elle a écrit des faux, hein, ça c'est clair. Donc moi je suis à Paris, donc je rencontre cette avocate, oui, effectivement. Mais elle n'a jamais été mandatée, je ne savais rien. Ça c'est extraordinaire quand même. Oui, plutôt. Et cet avocat, c'est un avocat, on apprend après. Bon, attends. Donc là, il voit que les enfants ont été remis au père. Donc ils doivent faire quelque chose, ils doivent toujours, bon voilà, ok, on attend, c'est toujours une longue attente, ils doivent téléphoner, enfin bon, ils doivent faire plein de choses. On arrive vers la fin du mois de novembre. Ma fille a essayé plusieurs fois d'aller à l'école chercher des enfants, on lui a interdit d'apercevoir ses enfants. Elle a quitté l'hôpital entre-temps. On lui a interdit d'apercevoir même ses enfants à l'école. C'est-à-dire même de loin. Voilà. Elle s'est fait poursuivre en voiture. Enfin, il y a eu des trucs invraisemblables. Donc voilà, elle ne peut même plus y aller. Et puis, on a, à un moment donné, un jour, l'avocat en question me téléphone, furieux, en me demandant d'envoyer immédiatement 1 500 € à Anne Proutot, de lui qu'il encaisse les 3 chèques que je lui ai donnés, et il exige que Sophie vienne voir cet avocat à Paris, alors qu'elle ne le connaît pas, qu'elle ne l'a pas mandaté, qu'elle n'a rien demandé. Donc sa façon de faire, bon, finalement c'est Sophie qui prend le téléphone, qui lui répond, qui lui dit bah, attendez, on va voir si ça doit se passer comme ça. Très bien, vous allez voir. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Non, ça va. Donc elle raccroche, et puis le lendemain, nous on téléphone, elle appelle le barreau de Paris. Le barreau et le barreau de Paris, et puis le barreau de tous les barreaux de France, enfin le service. Et on apprend que cet avocat en question n'est plus avocat depuis 1994. Inscrit à aucun barreau. Il n'est plus inscrit à aucun barreau. D'accord. Donc voilà. c'est un faux avocat. Donc, c'est un faux avocat. Alors il ne l'a pas encaissé. Ah. C'est-à-dire alors il a fallu qu'on porte, voilà, là aussi c'est pas toujours simple, il a fallu qu'on porte plainte pour qu'on puisse faire opposition au chèque. D'accord. Voilà. Oui, puisqu'il n'était pas avocat. Il n'était pas avocat, oui. il n'avait pas le droit d'encaisser des chèques. Voilà, mais il l'aurait fait, ils avaient. Donc pour qu'on puisse bloquer les chèques, il fallait qu'on porte plainte. La banque n'accepte pas qu'on bloque. On l'a prévenu en écrivant à son email, d'ailleurs son email où il a marqué avocat. Son nom plus avocat marqué. Hein. Alors en plus, quand je vois qu'il y a un autre avocat dans l'affaire, le juge des enfants, le procureur, avait été prévenu de l'avocat que nous prenions. J'avais écrit, dans la lettre, je crois que Sophie avait écrite, elle était marqué le nom de l'avocat avec son adresse et son téléphone. C'est-à-dire celui qui n'est pas avocat. Mais donc le juge des enfants qui a reçu les lettres venait d'un autre avocat et il aurait dû se poser des questions. Il n'était pas mandaté. On avait pris soin de prévenir quel avocat s'occupait de l'affaire. Signifier notre avocat, c'est monsieur tel, et il aurait l'aide d'un autre avocat qui va l'interpeller, quoi. Oui. Exactement. Il aurait dû, parce qu'il convoque déjà pas Sophie, donc tout ça rentre dans une logique qu'on va découvrir qui est plus que scabreuse. Voilà, donc alors on apprend qu'il n'est pas avocat, on est obligé de porter plainte au bâtonnier de Paris, évidemment. C'est désolant tout ça, parce que c'est quelqu'un de charmant comme ça, mais enfin bon, il nous fait un sale coup. Il s'agit d'enfants quand même, c'est grave. D'enfants qu'on ne voit plus, qui ne voient plus leur maman, qui ont passé 3 semaines donc en foyer, etc. Alors pendant le foyer, les enfants ont pensé que les gendarmes avaient tué leur maman. À ce point-là. Ouais, bah oui, il n'avait plus de nouvelles, on les arrache comme ça, il n'y avait pas de raison. Ils devaient aller à Paris, ils étaient tout heureux d'aller à Disney, ils étaient contents comme tout, ils voulaient voir Paris. Ils n'arrêtaient pas de demander à voir Paris. Et là, finalement, ils se retrouvent en foyer. On apprendra au foyer qu'on a séparé la petite de ses 2 frères, alors qu'ils n'ont jamais été séparés de leur vie.
Et puis pendant les 3 semaines, ils étaient encore habillés, il faisait chaud là, le 8 octobre. Pendant les 3 semaines, ils sont restés avec les mêmes vêtements et ils avaient froid en sortant. Ils sont tous les 3 sortis avec une bronchite. On les a pas couverts, on n'a pas rien fait. Personne n'a pris soin d'eux. La petite n'a pas été amenée chez chez la pédopsychiatre. Elle devait être amenée, le 18 octobre, elle n'a pas été amenée. Or, elle avait dit impérativement, il faut amener la petite. Elle n'a jamais été vue par un psychiatre, par une pédopsychiatre. C'est obligatoire, ça aussi. Elle n'a jamais été vue. À l'examen des pièces, on s'aperçoit que les rapports du gendarme Le Manchec disent d'abord que Sophie est en fuite, et puis après, le deuxième rapport contredit le premier. Ils disent que Sophie, en fin de compte, va mal et on lui a enlevé les enfants suite à la demande des sœurs de la Sainte-Baume, parce que Sophie tenait des propos incohérents. Donc il fait deux rapports différents. D'abord, elle n'était pas en fuite, et les propos incohérents, nous on a interrogé les sœurs de la Sainte-Baume, elles disent absolument pas, elle n'était pas incohérente. D'accord, donc c'est des faux rapports de gendarmerie. Il y a 2 rapports contradictoires du même gendarme. Le premier, il dit que à la sortie de chez le pédopsychiatre, à l'hôpital, que Sophie s'est enfuie avec les enfants. Alors qu'il lui avait donné un carton de rendez-vous. Voilà. Qu'elle s'est enfuie pour soi-disant voir un médecin pour ses garçons, mais de toute façon c'est pas normal. Qu'elle était en fuite, voilà, qu'elle s'était enfuie. Et que en face de cela, le procureur, vu que personne ne pouvait garder les enfants, le procureur avait pris la décision de lui retirer les enfants. Premier rapport, ça. Voilà. D'accord. Pièce numéro 1 de l'enquête préliminaire. Et puis, pièce numéro 22. Toujours le même gendarme dit que les religieuses ont téléphoné à la gendarmerie pour dire qu'ils avaient chez elles une jeune femme avec 3 enfants et qui tenait des propos incohérents et qu'elle mettait les enfants en danger. Donc, vu qu'eux avaient déjà dit que la maman tenait des propos incohérents, les religieuses qui appellent pour dire que la maman tient des propos incohérents, en face de cette situation, le procureur a pris sa décision à 18h30 de retirer les enfants à leur mère. 2 propos contradictoires. Le premier dit que c'est à la sortie de l'hôpital, à 16h30, que le procureur a pris la décision. Et après, le coup de fil des religieuses, à 18h30. Or, le coup de fil des religieuses, il a été fait sur demande des gendarmes chez moi. Oui, il m'avait arraché le téléphone pour dire aux religieuses, appelez la gendarmerie pour dire que vous avez une dame chez vous, avec les 3 enfants. Quand on est allé voir, nous on est allé voir un mois plus tard les religieuses, pour demander ce qui s'était passé. Elles nous ont dit, non, nous on a appelé effectivement, mais on a juste eu le temps de dire, nous avons chez nous une maman avec 3 enfants, ils ont tout de suite dit, oui, on est au courant, on arrive. Bloquer la voiture, d'ailleurs ils ont bloqué la voiture, etc. Voilà, donc ils avaient mis un tronc d'arbre devant la voiture pour qu'elle s'en aille pas, ils avaient une poubelle et tout, et on n'a rien eu le temps de dire d'autre, et puis elle dit, mais comment pourrait-on dire une chose pareille? Elles n'ont pas compris. Elles n'ont rien dit d'autre, elles n'ont pas le temps. Elle dit, on a ils ont tout de suite raccroché pour dire, on arrive. Et l'explication sur le deuxième rapport, donc, qui contredisait le premier, mentionne qu'il fallait enlever les enfants à Sophie parce qu'il n'y avait aucune famille présente. Alors que ce sont eux les gendarmes qui m'avaient amené sur place. Ah oui, on était présents. Les enfants, on a l'habitude d'eux, ils nous adorent, il n'y avait pas de problème. On avait de quoi soit les garder dans leur maison, soit les loger chez nous. Donc il n'y avait vraiment aucun problème. Donc il y avait du monde. Et quand ils disent que on a vu ensuite dans l'ordonnance du procureur que le premier motif, c'est que les enfants, que Sophie avait déposé une vaine plainte. Il dit ça le jour même, une vaine plainte, parce que les enfants n'avaient pas parlé à la brigade de Bandol. Or, les 2 garçons ont parlé du baiser sur la bouche. Ça, c'est déjà une atteinte sexuelle, je suis désolée, ça fait partie de ça. Et d'autre part, Margot n'avait pas parlé. Margot, elle a peur elle veut plus parler de ça. Mais elle a dit quand même qu'elle veut plus voir papa, qu'elle veut plus voir Didier, que papa lui a dit de ne rien dire. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Le médecin la veille avait donné 8 jours d'ITT. Agression donc c'est 3 jours après les faits, donc ça fait 11 jours. 11 jours d'ITT. Donc de toute façon, admettons que ce ne soit pas sexuel, il y a une agression. On ne va pas chercher là. Elle a été agressée cette petite. On lui donne 11 jours d'ITT et on ne cherche rien. Le médecin qu'on avait vu le premier jour lui a donné 3 semaines d'arrêt.
suivi de 15 jours de vacances, donc ça faisait du 5 semaines. Donc il y a bien quelque chose, il y a quelque chose sur cet enfant. Donc là, voilà. Donc le procureur dit rien. Ensuite, il dit que c'est la mère a supposé, mais la mère elle a rien supposé. Tout est médical. C'est le médecin qui a donné 3 semaines d'arrêt, c'est la psychologue qui a dit allez porter plainte, c'est le médecin mandaté par les gendarmes qui donne 8 jours d'ITT 3 jours après les faits, et puis ensuite c'est qu'est-ce qu'on a vu, la pédopsychiatre qui demande à revoir la petite, elle ne sera jamais amenée, elle fait un rapport. Alors dans son rapport, elle dit seulement qu'il convient de rassurer la maman et de revoir la petite, de rassurer la maman, de revoir la petite et d'avoir une mesure de MO. Alors là, nous on a, Sophie était allée voir, je vous ai dit tout à l'heure, le premier médecin qui avait vu Margot, qui était mandaté par les gendarmes. Elle est allée le voir le soir même. Donc après, elle était retournée le voir en novembre pour lui expliquer ce qui se passait. Et lui a fait un certificat pour dire qu'il avait effectivement reçu le soir même de la déposition de plainte, qu'il avait reçu une femme charmante, dont les propos étaient parfaitement cohérents, alors que les gendarmes venaient de dire qu'ils étaient cohérents, qu'elle effectivement, en plus ce jour-là, elle venait de déposer plainte, elle venait d'apprendre que sa fille était violée, parce qu'on croyait simplement un baiser sur la bouche. Et on apprend chez la psychologue que c'est un viol, que c'est plus grave. Donc, il la trouve tout à fait normale, très parfaitement cohérente. Et évidemment, elle dit si elle était troublée, c'est tout à fait légitime quand on apprend ça de sa fille de 6 ans. Voilà. Donc tout ça, ça dit le contraire de ce que dit le procureur. Bon, ensuite le procureur dit que donc les enfants, c'est la mère a imaginé ça, mais non, ce sont les médecins, qu'il n'y a pas de famille pour les recevoir, et puis de toute façon, et puis qu'elle était en fuite. Mais en fuite de quoi? Elle avait personne ne lui a interdit de partir. Au contraire, il y avait rendez-vous 8 jours après. Son obligation, elle avait signé la veille. Il s'était mis d'accord sur ce qu'elle avait à faire, c'était de donner, parce qu'il savait qu'elle partait, c'était de donner, d'aller voir à Bandol le gendarme pour entendre les enfants sous vidéo. Ils ont même entendu 3 au lieu d'un seul, et qu'après c'était terminé. Elle a fait tout ce qu'il fallait, elle n'a pas de fuite, on ne lui a jamais interdit de partir. Ensuite, pour voir le père, il les avait tous les 15 jours, il venait de les voir. Donc elle rentrait ensuite le 18, il n'y avait aucun problème. Voilà. Donc fuite n'existe pas. C'est-à-dire qu'autrement dit, les motifs qui ont été donnés sont faux. Et je crois que le gendarme s'était rendu compte que les motifs n'étaient pas valables. Et c'est pour ça qu'il a un peu fait rentrer dans cette affaire les religieuses. Il les a fait appeler. Donc effectivement, si les religieuses en plus appellent, c'est qu'il y a un problème. Mais seulement... Dans l'ordonnance du procureur qu'on peut lire, le procureur ne parle pas des religieuses. Il a bien pris sa décision à la sortie de l'hôpital. Il ne parle pas des religieuses. Voilà. En revanche, c'est le juge des enfants qui va, lui, se servir de religieuses pour motiver la garde au père. Voilà, ça vient après. Fragilité de la mère, bien entendu, hein, pour motiver le confier des enfants au père. D'accord, parce qu'il y a une décision, donc la décision du juge des enfants, celle-là, elle intervient après, ça. Alors la décision du juge des enfants, donc il y en a eu le 22, dont on n'a pas eu connaissance. Ouais. Alors il se trouve quand même que le 22 octobre, alors que l'enquête était en cours, le 22 octobre, le juge des enfants a donné l'autorisation au père d'aller chercher les enfants le samedi et dimanche après-midi au foyer où ils étaient, et de les sortir. D'accord. L'enquête n'est pas terminée. Sophie n'avait pas le droit de savoir. Et le père, lui, pouvait aller voir les enfants. Donc les enfants ont cru pouvoir retrouver leur mère, ils ont retrouvé leur père. Et leur père, il en a profité évidemment pour leur dire que leur mère les avait abandonnés et qu'elle était allée retrouver son amant à Paris. Voilà ce qu'ont appelé les enfants. On a menti en plus aux enfants. Bah oui, il n'y a que ça. Hein. Alors donc là, j'en étais les... Voilà, c'est ce que... Ah oui, alors donc, et l'affaire va être classée par le procureur, donc le 24 octobre, le jour où nous sommes allés déposer la lettre de Sophie, pour montrer au procureur les dysfonctionnements qu'on venait de voir, ce jour-là même, il y a le classement sans suite a été rendu. D'accord. Voilà. Bon. Et puis ensuite, on apprendra donc que le juge des enfants a pris sa décision et que la mère a été convoquée à une fausse adresse, donc elle n'a jamais reçu les convocations.
Quand on apprend ensuite le faux avocat, là on prend un nouvel avocat sur Saint-Tropez, qui tout de suite va obtenir une audience auprès du juge des enfants, qui fait opposition donc à ce qui s'était passé. Et donc on aura une audience, mais seulement le 20 décembre. Autrement dit, c'est-à-dire quasiment 2 mois. Voilà, après. des enfants se sont retrouvés pendant 3 semaines sans aucune nouvelle de leurs parents, et encore moins de leur mère. Leur maman. Ouais, voilà, c'est bon. Ensuite, et pendant 83 jours, ils n'auront plus du tout vu leur maman. 83 jours. Et elle, donc, interdiction même de les apercevoir. Finalement, l'audience du 20 décembre 2007, le juge, alors, elle avait un JAF avant qui lui donnait les enfants, etc. Elle n'a jamais rien eu contre elle. Elle a toujours strictement respecté les décisions de justice. Hein. Elle est hyper réglo. Et donc, le père, il n'y a jamais eu de non-représentation, il n'y a jamais rien eu. Il n'y a jamais rien eu contre elle. Et donc, on pense que le 20 décembre, le juge des enfants va rendre les enfants à la mère. Et non, il les maintient chez le père. Et il demande une expertise psychiatrique du père et de la mère. Et la mère a le droit donc là à voir ses enfants un week-end sur 2, du vendredi sortie d'école au lundi matin rentrée à l'école, et puis la moitié des vacances scolaires. Donc on va reprendre les enfants elle les aura jamais eu à Noël finalement, elle n'a jamais connu ses enfants à Noël depuis qu'ils sont séparés. Le Noël elle reste avec le père et elle va les avoir pour le 1er janvier. Donc là, on part avec eux à la montagne, chez mon frère, ils vont faire du ski, enfin bon, voilà, tout va bien. On arrive en 2008. Il se trouve que là, toute l'année, donc elle les a un week-end sur 2, elle va faire une expertise psychiatrique comme il faut. L'expert psychiatre, là, il comprend rien. Elle va bien, elle est très bien, elle est tout à fait normale, il la trouve hyper logique, cartésienne et tout. Il comprend pas ce qui se passe. Donc il va téléphoner, il va voir ça avec le procureur et le juge des enfants, et il va la reconvoquer une 2e fois. Après avoir téléphoné au procureur, il la reconvoque une 2e fois. Voilà. Et là, la présentation du rapport est bien particulière. Et dans le rapport, il va dire qu'on ne peut absolument pas remettre en cause les capacités maternelles de ce maman, que voilà, qu'elle va bien, mais qu'elle pourrait éventuellement faire un genre pas de dépression, mais décompensation, enfin je comprends, enfin bon voilà. Si bien que le juge des enfants dit que voilà, on va maintenir les enfants chez le père. Par précaution, maintient les enfants chez le père. Voilà, elle pourrait. Donc, il reste, la décision a été prise pour 1 an, donc on va arriver en octobre 2008, et là on espère évidemment récupérer ses enfants. Les premiers 6 mois de 2008, Margot, elle, va très mal. Elle est dans un caractère épouvantable, elle se fâche tout le temps avec ses frères, elle se fâche avec tous ses camarades d'école. À la maison, quand on l'a le week-end, elle pleure pour un rien, elle s'en va, elle claque les portes, enfin vraiment, bon, on voit qu'elle va mal, quoi. On arrive en juillet. En juillet, Sophie a les enfants pour tout le mois de juillet. Et puis, là, on apprend à travers un petit événement qui s'est passé. Sophie est furieuse contre Margot, et puis elle lui dit, Margot, moi, quelqu'un comme ça, je veux pas, ça va pas, c'est pas bien Margot, tu m'as pas tout dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Et Margot en pleurs, elle dit, ben oui, il n'y avait pas que Didier, il y avait papa. C'est là qu'on apprend que le père, mais avant ça, on ne savait pas que le père était concerné par le... D'accord, on croyait que c'était que la vie du père. Oui. Voilà. D'ailleurs, Sophie ne pose pas plainte contre le père, mais contre un avis du père. On a su malgré tout que le père disait partout, vous voyez, Sophie, elle m'accuse de viol, etc. Ouais, oui, il allait dire partout qu'on l'accusait de viol. Mais comment est-ce possible, puisque Sophie n'avait jamais impliqué le père dans ce qui était arrivé à Margot? Ou alors il y a quelque chose de flou que Margot a dit aux gendarmes qui ne figure pas au rapport et qu'il était au courant, on ne sait pas. Le père allait dire en tout cas, je suis impliqué de viol, c'est honteux, vous vous rendez compte ce que fait Sophie, etc. etc. Mais là, la plainte n'est pas contre lui. La plainte n'était pas contre lui. La plainte n'était pas contre lui. Non. Elle n'a jamais été contre lui. Alors justement, c'est que il a cru que Margot avait parlé. Il a cru que Margot avait parlé des deux. Il a cru ou il a su. Et quand il est convoqué à la gendarmerie, donc ça on va l'apprendre plus tard, quand il est convoqué à la gendarmerie, le gendarme lui dit, vous savez pourquoi vous êtes là? Il dit oui.
Il sait pourquoi. Or, il me semble quand même, quand on est convoqué chez les gendarmes, quand ils ne vous ont pas donné le motif, vous ne savez pas pourquoi vous êtes convoqué. Sauf quand vous savez que vous avez fait quelque chose. Mais là, il sait en plus pourquoi. Il sait que c'est pour Margot. Et il sait que c'est pour des choses graves. Or, il aurait pu penser autre chose, puisqu'il n'avait pas payé la pension alimentaire pendant 10 mois. Donc, Sophie pouvait avoir porté plainte pour abandon de famille, pour les pensions non payées. Mais non, lui, il pense tout de suite que c'est pour viol de Margot. D'accord. C'est étrange. Ah oui. Comment il peut le savoir? Mais surtout, c'est qu'en plus, c'est faux. Elle n'a pas porté plainte contre lui. Parce que Margot ne l'avait pas inculpé. Donc les gendarmes, comment ils réagissent à ça? C'est bizarre, ça. Bah justement, s'ils avaient fait une enquête. Quand on voit le rapport du gendarme de l'audition du père et de Didier, ça fait une demi-page, alors que l'audition de Margot fait 10 pages. Pour essayer à un moment donné, même le gendarme lui dit, mais Margot, tu sais, moi ça m'arrive de mentir. Toi, ça t'arrive jamais? Alors elle dit, bah si. Il dit, bah alors Margot, tout ce que tu nous as dit là, t'as menti? Comme elle en avait marre, elle a dit oui. D'accord. Voilà. Bon, épuisé, ouais. Voilà. Alors autrement dit, tout ce qu'avait dit Margot, bah, c'est faux, hein, Margot a dit qu'elle avait menti. D'accord. Ouais. Mais il faut voir que les enfants, bah, ça c'est justement là où interviennent les psychologues, et notamment à l'enfance. Un enfant, le petit qui avait 3 ans et demi, très très déluré, là, ils étaient tous étonnés, là, ils ont dit, ah bah là, le petit vraiment, il est extraordinaire. Mais le petit, à un moment donné, donc vers la fin, là, il dit oui, bah, Didier a embrassé Margot sur la bouche et tout. Et puis après, il dit, ah, je peux aller jouer là, etc. Évidemment, il en a marre. C'est logique tout ça, c'est un enfant. Et la petite, interrogée aussi longtemps pour ces mêmes choses, elle en a marre. Après, on lui dit, t'as menti? Bah oui, ok, j'ai menti, comme ça je m'en sors. Vous avez même des adultes qui font la même chose, hein. Il y en a qui finissent par avouer, parce qu'ils en ont ras-le-bol de rester. Alors je voudrais vous dire quand même quelque chose là sur les enfants, sur ce qui avait été entendu. Attendez, les garçons donc ont bien tous les deux parlé du baiser sur la bouche. Margot dit ce qu'elle avait dit. Qu'est-ce qu'il y avait encore sur la... Bon, ça me reviendra. Bon, on arrive, ça me reviendra, je vous dirai, c'est pas grave. Au mois de juillet donc 2008, Sophie, quand elle apprend qu'il n'y a pas que Didier mais le père, elle prend rendez-vous avec la psychologue qui fait partie de l'AEMO, qui fait partie de la mesure qui a été prise, où il doit y avoir un psychologue et un éducateur spécialisé. Elle prend rendez-vous et elle va voir, elle lui dit, voilà, je viens d'apprendre ça. Donc elle interroge Margot, Margot ne veut pas parler. Et elle se cache, Margot. C'est difficile de parler de ça. Donc la psychologue dit à Sophie, bah écoutez, parlez pour votre fille, etc. Donc elle lui raconte. Et puis Margot fait un dessin très significatif, là encore, chez cette personne, mais elle est très, très psychologue quand même. Elle dit, écoutez, elle dit à Sophie, ce dessin, c'est votre fille qui l'a fait pour vous, il ne faut pas la trahir. Je ne veux pas le garder dans mon dossier, je vous le rends. Il est pour vous. C'est un dossier c'est un dessin très significatif d'une agression sexuelle. Voilà. Ouais. C'était très clair. Donc elle ne veut pas garder ce dessin dans le dossier. C'est bizarre, parce que normalement c'est d'une pièce à conviction. Bien sûr, mais on l'a nous, hein, de toute façon. Ah ouais, bah oui, elle lui a rendu. Et elle dit à Sophie, elle dit à Margot, elle dit, bon, bah Margot, c'est bien, maintenant tu as parlé, ça a été dit, tu vas aller mieux. Et ben je te revois en septembre avec papa. La petite qui voulait surtout pas retourner avec papa. Et là, elle ne veut pas, la petite. Ben non. Et je te revois en septembre, on continue. Et maintenant, et elle a dit, toi, tout ça, tout ce que tu m'as dit, là, tout ça, je le mets dans un tiroir. On n'en parle plus. Et on se revoit en septembre avec papa. Ma fille, après cette révélation, on avait un avocat sur Marseille, maître Sophie Bottet, avocate réputée qui avait été dans l'affaire, qui avait été l'avocate de Devier-Joncourt dans l'affaire. Donc on a cette avocate et quand on fait ces révélations, elle tombe des nues aussi et elle nous obtient un rendez-vous avec un pédopsychiatre très réputé de Marseille, le docteur Sokolowski.
de l'école. Donc on obtient un rendez-vous dès le lendemain, ce qui est impossible. On avait essayé justement de voir un bon pédopsychiatre pour la petite, et il n'y avait pas de rendez-vous avant 6 mois ou 8 mois. On avait notamment quelqu'un à Montpellier qui était très réputé, et dont les certificats ne peuvent pas être mis en cause. Et donc on n'a pas pu avoir de rendez-vous, et là on a un rendez-vous pour le lendemain. Donc on va à Marseille chez ce pédopsychiatre, qui va entendre Margot et les garçons pendant 10 heures, en 3 fois. Et là, il les fait parler, etc. Les garçons répètent, réitèrent le baiser sur la bouche. Margot, le médecin, lui dit, Margot, il lui avait dit tout ce qu'elle avait dit avant, puisque tu n'as pas le droit de le dire, est-ce que tu peux l'écrire? Alors Margot, elle l'écrit. Papa a mis son zizi dans ma bouche, Didier a mis son zizi dans ma bouche. Voilà, ça a été joint évidemment au rapport du médecin. Ça a été écrit devant le médecin. Ah oui. Ouais, il le joint à son rapport. Il le dit dans son rapport, dans son compte-rendu, il le dit, et il joint la feuille avec Margot qui a écrit Papa. Et l'examen que fait ce pédopsychiatre avec toute une équipe qu'il a convoquée pour examiner ce cas particulier, la conclusion est qu'il ne voit pas d'autre hypothèse que ce qui a été annoncé avant, ça veut dire le viol. Il ne voit pas d'autre hypothèse. Donc il va prévenir toutes les autorités judiciaires. Voilà. Il prévient le procureur, il prévient le juge des enfants et il prévient l'éducateur spécialisé. L'avocat fait la même chose, envoie une lettre à chacun de ces 3 personnes pour alerter que c'est plus grave. Donc là, Sophie, on arrive à la fin du mois de juillet et c'était la fin du mois de vacances de Sophie avec ses enfants. Elle ne peut pas rendre ses enfants au père avec ce qu'elle vient d'apprendre. Donc c'est à la justice de prendre des décisions, mais elle ne veut pas prendre de décision là-dessus. Donc avec l'avocate, on demande une audience en urgence, avant le 4 août, où elle devait rendre les enfants, pour que la justice prenne ses décisions elle-même. Donc on obtient seulement une audience pour le 7 août. Et donc Sophie prévient la gendarmerie, là où on était à la montagne, à Saint-Tropez, etc., pour dire que c'est pas une non-représentation d'enfants. On attend une audience, on a appris des choses nouvelles, on peut décemment pas rendre des enfants. Donc on prévient, et en plus, Sophie avait permis au père d'avoir une semaine de plus de vacances en 2007, au mois d'août. À charge de revanche. Donc voilà, et, de toute façon, elle lui devait une semaine aussi. Donc là, elle est dans les temps. Là, donc, le 7 août, il y a une audience. Alors, nous, on était à la montagne, finalement, c'est ça. Oui, on arrive. Voilà, elle revient sur Draguignan avec les enfants et Jack. Et puis là, la juge, c'est une remplaçante de M. Bodino. M. Bodino est en vacances. Mais il lui avait donné quand même ses ordres. Il avait reçu le rapport du pédopsychiatre, mentionnant la nécessité surtout de prendre des précautions élémentaires vis-à-vis du père, puisqu'il n'y avait pas d'autre hypothèse que le viol. Et c'est le juge. Et là, la juge dit, vous rendez à la mère, vous rendez les enfants immédiatement au père, sinon je vous incarcère. Alors, voilà. Mais alors, néanmoins, elle fait donc un rapport maintien des enfants chez le père. Et puis, elle demande une expertise psychiatrique de la petite, par le docteur Bensoussan, qu'elle avait vu, qu'elle aurait dû revoir déjà au mois de 2007, mais qu'elle n'a pas vu. Donc Sophie, la mort dans l'âme, donne les enfants au père. Et puis, il y a une audience en octobre, donc avec tout ce qu'elle a, Sophie, elle a fait faire 7 expertises psychiatriques sur elle, puisqu'on... Soi-disant, elle aurait une décompensation, je ne sais quoi. Donc, toutes les expertises sont excellentes, dit qu'elle va très bien. Le docteur Sokolowski, qui a vu Sophie, dit aussi que c'est une maman qui s'est toujours tenue en retrait, donc pendant que les enfants étaient entendus, qu'elle est très cohérente, parfaite. Enfin bon, il n'y a rien à dire. Donc, 7 expertises psychiatriques qui sont très bonnes. Donc là, elle va devant le juge des enfants en octobre 2008, tranquille, tout va bien. Malgré ça, maintien des enfants chez le père, puisque les enfants vont très bien chez le père. Voilà. Et on ne s'intéresse pas à ce rapport du pédopsychiatre comme s'il n'existe pas, quoi. Il n'existe pas, il n'existe pas. Il est considéré comme inexistant.
Il existe bien, mais il est considéré comme une... On n'en parle pas. Parce que comme vous expliquiez que le procureur l'a reçu, etc. Ah oui, tout le monde a été intéressé. Voilà, tous les protagonistes l'ont reçu, même les services sociaux, les machins, tout le monde est informé. Les gendarmes, évidemment. Tout le monde. Les gendarmes, je sais pas. Les gendarmes silencieux. Un peu, dans la mesure, quand Sophie devait rendre les enfants, elle a prévenu les gendarmes. Pourquoi on ne les rendait pas? C'est qu'on avait un rapport d'un médecin qui était très grave. On a prévenu aussi le docteur qui les avait vus la première fois, qui avait donné 3 semaines d'arrêt. Ben Soussan, puis le docteur Bataille qui avait eu 3 semaines, qui avait donné 3 semaines d'arrêt. Bon, enfin, tout le monde est prévenu. Et les enfants, donc, restent chez le père. Voilà. Alors là, bon, évidemment, un peu effondrement, on ne comprend pas. On comprend pas, il n'y a rien contre Sophie. Ouais. Elle avait, et alors surtout c'est que la décision du juge aux affaires familiales ne vaut rien dans ce cas-là. Il y avait une décision qui avait été rendue, qui était définitive. Bon, évidemment, si quelque chose entre-temps intervient sur les enfants, on se doit de... C'est le juge des enfants qui prend le relais. Mais là, qu'est-ce qu'on reproche à la mère? Normalement, elle a la garde de ses enfants, et là, on lui retire. Il n'y a pas de motif. On dit simplement qu'ils sont bien chez le père. Malgré, en plus, malgré là... les éléments qui n'ont pas été pris en compte. Voilà. Donc on arrive en novembre 2008. Et là, les enfants sont avec nous un week-end. On les a dès le vendredi soir, des sorties d'école, 4h30 le vendredi. Et là, il y a un petit premier truc, on a des amis à la maison, bon, il y a une dame qui est là, le soir, Sophie déshabille les enfants, notamment le dernier, et lui retire son pantalon pour lui mettre son pantalon de pyjama, et là, il se met à hurler, à pleurer. Oh, c'est pas bien ce que vous faites, vous vous moquez, et il pleure pendant 20 minutes. C'est 20 minutes, c'est très long. Il pleure, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous vous moquez. Je ne comprends pas. Et le lendemain ou le surlendemain, Sophie, ou la semaine suivante, c'est dans ces moments-là, Sophie, le soir, la nuit, il avait besoin d'une couche encore. Il avait 3 ans et demi, 4 ans et demi même, 4 ans et demi. 4 ans, oui. Et elle a besoin d'une couche toujours, donc elle lui met sa couche, et comme on fait, elle prend les deux jambes, et elle met la couche. Et là, elle dit, oh, je sais ce que tu vas faire. Je dis, qu'est-ce que je vais faire? Mais tu vas faire comme papa et Didier. Mais qu'est-ce qu'ils font, papa et Didier? Ben, ils mettent le zizi dans les fesses. Voilà, on apprend ça comme ça. Et alors, questionnement, évidemment, Sophie demande chacun séparément, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Elle interroge chacun des enfants, et elle va apprendre que c'est pas seulement donc Margot à qui c'était arrivé, mais aux 2 garçons, et que c'est pas maintenant, c'est depuis le mois d'août 2007. Depuis ce fameux Didier. Donc les garçons aussi étaient concernés. Mais ça faisait 1 an que ça durait, et on n'a jamais rien vu, on n'a jamais rien su. Et on apprendra pourquoi, ils vont dire, ben voilà, c'est que papa avait dit qu'il allait tuer maman si on parlait. Et on dit, voilà. Donc, il tuait maman et il les tuait. S'il parlait, il tuait maman et il les tuait. Comme il adorait leur maman, il fallait qu'il se taise, hein. Il menaçait un enfant. Et au couteau. Il a tué avec un couteau. Donc les enfants étaient terrorisés. Ouais. Mais écoutez, on va faire une petite pause, c'est la deuxième. Si la régie est prête, je pense. Ok, super. On fait la deuxième petite pause, puis on revient juste après pour continuer à nous expliquer ce récit assez incroyable. À vous, la régie.